Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Porte Close, mes choix, mon chez moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une vingtaine de minutes entre nous. Alors, si certains se disent déjà, en fait, elle va nous parler de décoration d'intérieur. Eh bien non, en tout cas, pas de la manière dont vous le penseriez. Ici, on ne parlera pas des dernières tendances en matière de papier peint. Vous n'aurez pas non plus de conseils DIY pour réhabiliter vos meubles de cuisine, ni de tips sur les styles qui font mouche actuellement. D'autres le font très bien. Au menu de nos rendez-vous podcast, des anecdotes, des conseils, des interviews avec des professionnels. On tâchera de retrouver ensemble du sens dans nos choix, dans nos démarches, pour penser l'aménagement de nos habitats. Alors, j'en rassure certains, ces podcasts s'adresseront aussi bien aux aficionados de la déco qu'à ceux qui n'ont jamais compris si le bleu canard c'était du bleu ou du vert, et qui d'ailleurs s'en foutent. Tant que vous avez un logement, quel que soit son standing ou son mètre carré, ce que je vous dirai vous parlera forcément à un moment ou à un autre. Je m'appelle Maura Deke, j'ai 36 ans, et je suis coach en aménagement d'intérieur. Donc, c'est le premier podcast de la série, du coup on va prendre le temps de comprendre un petit peu de quoi on parle. Mon boulot consiste en quoi ? En 3 mots ? En tant que coach, je vous accompagne à accéder à un habitat plus consciencieux. Alors oui, j'en entends déjà se dire « Oula, encore le genre de nana healthy qui va nous servir de la soupe pro bien-être. » Pas exactement, mais vous en aurez quand même un peu. Ne grimacez pas, vous allez voir, ça va passer tout seul. Alors, qu'est-ce qui définit ma démarche ? Il faut savoir que de base, j'ai un master en sociologie. La socio, c'était le grand amour de ma vie. Au passage, dédicace à tous ceux qui sont passés par la fac de Nanterre. En tout cas, cette discipline m'a apporté le goût de comprendre les choses et les gens, d'observer, d'analyser, de faire des liens entre les éléments. Je sais qu'on pourrait se demander, mais comment elle est passée de la sociologie à un métier dans l'aménagement d'intérieur ? Eh bien, c'est le fruit d'un long cheminement. Assez intéressant, je pense d'ailleurs. Mais je vous raconterai ça une prochaine fois pour ceux qui aiment les récits d'auto-entrepreneurs. En attendant, revenons à nos pinceaux. Au début, dans le métier, je me positionnais en tant que décoratrice d'intérieur. J'avais reçu une formation en tant que telle, du coup ça me semblait la suite logique. J'appréciais assez bien l'idée d'aller chez les gens, identifier leur goût et leur proposer une belle déco avec des éléments tendance. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais bon, c'était sans compter le fait que je n'arrive pas tout à fait à faire les choses comme tout le monde. Dans mes premières missions, disons que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Parce que quand les gens font appel à des décorateurs d'intérieur, qu'ils sont prêts à mobiliser du budget parfois conséquent pour ça, ils s'attendent bien souvent à recevoir un professionnel qui, grâce à son expérience, ses connaissances du design, etc., va être en mesure de leur dire la déco qu'il leur faut. Dit comme ça semble évident. Sauf que ça n'était pas tant que ça pour moi. Dans les débuts, j'ai dû m'accrocher, parce que je pensais sincèrement que je n'étais peut-être pas douée. Je n'arrivais pas à avoir naturellement cette vision du décorateur telle qu'on me l'avait enseignée. Pourtant, ça ne semblait pas hors de ma portée. J'avais reçu une super formation. J'allais assez souvent à des salons spécialisés, je guettais régulièrement les tendances sur internet. J'aurais dû être en mesure de pouvoir arriver chez mes clients et en 2-3 coups d'œil dire « Ok, je sais la déco qu'il vous faut ». Ça m'a pris plusieurs missions pour réaliser que par rapport à ma nature, à moi, je fonctionnais différemment. Et pour que vous puissiez comprendre aussi, c'est important que je vous précise que je suis une personnalité d'une grande sensibilité. À ne pas confondre avec émotivité, même si parfois ça peut être lié. Je suis très à l'écoute de mes sens, de mes émotions et de ceux des autres. Quand je vais chez les gens, que j'ai accès à leur intimité, je prends toute l'ampleur de la démarche. Du coup, ma personnalité couplée aux aptitudes que j'ai développées en tant que sociologue, autrement dit la capacité à observer, être dans l'écoute active, analyser, etc., font que quand j'arrive chez vous, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est vous. Ce qui vous compose en tant qu'individu. Votre histoire, vos habitudes, votre personnalité, vos passions. Comment vous fonctionnez et à quoi vous êtes sensible. C'est comme ça que j'ai fini par me positionner comme coach en aménagement d'intérieur, plus que comme décoratrice pure et dure qui me correspond moins. Je suis douée pour avoir une vue d'ensemble et apporter du conseil personnalisé. Ce que j'aime, c'est vous comprendre dans toute votre complexitude. Repérer vos besoins, analyser votre environnement et vous connecter à des couleurs, des matières, des objets qui feront sens pour vous. Pour moi, c'est comme ça qu'on accède au véritable bien-être chez soi. Je ne pense pas à des projets pour les gens, mais avec eux. Sauf que, fort de ce positionnement, j'ai donc continué à aller de foyer en foyer. Et malgré toutes les personnalités et les réalités de vie très différentes auxquelles j'avais accès,
J'ai été surprise de constater que tout le monde semble exprimer par défaut les mêmes besoins en termes d'aménagement intérieur. Besoins qui, comme par hasard, correspondaient bien souvent à ce qu'un tel a vu chez machin, chez son influenceur préféré ou quelque part sur Internet ou les réseaux sociaux. Alors, le net et les réseaux sociaux, on va en parler. Quoi qu'il en soit, j'ai bien senti que le baromètre du bon goût pour la plupart des gens semblait souvent provenir d'une source extérieure à eux-mêmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas déceler par là comme une forme de crise bénigne de l'habitat ? Sensibilisé à outrance par des intérieurs design, on est devenu persuadé que c'est la norme, que c'est ça qu'il nous faut. Et pour ceux dont l'intérieur ne ressemblerait pas à une double page de magazine de home design, on peut déceler dans leur discours concernant leur habitat comme un sentiment de honte, ou un minima d'un problème qui aurait plus ou moins vite à régler. Pour moi, ce n'est pas normal. Vous le verrez au travers des anecdotes que j'aurai à vous raconter, qu'on utilisera bien souvent comme des bases de réflexion pour raisonner ensemble à quel point nos sociétés modernes influencent nos décisions jusque dans nos sphères de l'intime, et notamment à travers le prisme de l'habitat. Par exemple, là tout de suite, je me souviens de cette visite chez cette étudiante, donc j'aurai l'occasion de vous raconter plus en détail cette anecdote dans un prochain podcast. Elle voulait que je l'accompagne sur son projet déco, inspiré de diverses photos qu'elle avait pêchées sur les réseaux sociaux. S'inspirer des autres est une facilité à laquelle on est beaucoup à se laisser tenter. Et pourtant, c'est bien souvent une erreur. Vous allez voir pourquoi. Dans le cas de notre étudiante, pour son projet, elle m'a présenté 3 images d'inspiration. Il y en a au moins 2, je suis sûre que c'était des mises en scène pour les réseaux. Du sucre pour les yeux, mais un aménagement qui d'expérience ne me semblait pas viable au quotidien. C'est le même principe que les filtres. En plus, elle s'est basée sur des photos d'appartements d'environ 30 mètres carrés, alors que sa réalité à elle, c'est qu'elle habite une chambre sous les toits de 14 mètres carrés mansardés, soit environ 7 mètres carrés loi Carrez, et dont la principale caractéristique du lieu est que la fenêtre ne ferme pas, entraînant tous les petits problèmes qui vont avec. Alors, le but de mes anecdotes qui arriveront, ce ne sera jamais, et j'insiste bien, jamais, dans l'optique de se moquer, de juger ou de se divertir de la situation des autres. Je vous préviens, les valeurs de la maison, c'est la bienveillance. Je pense que c'est quelque chose que je répéterai assez souvent parce que c'est très important pour moi et j'espère que ça le sera pour vous aussi. L'objectif de ces histoires de vie auxquelles je vais vous donner accès, ce sera au travers des autres d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Et en passant, faire un pied de nez à la flexculture en utilisant son propre procédé pour la dénoncer. Alors, j'en entends déjà tiquer en se demandant, la flexculture, c'est quoi ? Le plus simple, c'est que je vous donne une définition du net. Je cite. La flexculture, c'est un terme qui désigne la tendance à exhiber sa vie, ses réussites et son style de vie sur les réseaux sociaux pour susciter l'admiration ou l'envie chez les autres. Cela peut inclure la publication de photos de voyage, de biens matériels, d'événements glamour, etc. Donc, en gros, avec l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, on a été habitué au fait de voir et d'être vu. C'est devenu pour nous tout aussi normal d'avoir accès et de suivre l'intimité des autres que de donner à voir sur la nôtre. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? C'est un autre débat. Là, le plus important à retenir, c'est que c'est devenu très inhérent en nous, sauf si bien sûr on a un mode de vie loin d'Internet. À l'occasion, je vous invite à aller checker vos 5 derniers posts et les 10 dernières vidéos ou contenus que vous avez regardés sur les réseaux sociaux. Il y a fort à parier que vous comme moi avons alimenté la flexculture. Après, attention, mon but n'est pas de juger qui que ce soit ni d'essayer de dissuader de quoi que ce soit. Chacun a le droit d'avoir ses pratiques et ses opinions. Pour moi, le plus essentiel, c'est juste d'être consciencieux et réapprendre à faire la part des choses. Parce que le contre-coup de tout ça, c'est cette pression sociale qu'on ressent et qui nous place dans des pensées limitantes et notamment dans nos manières d'appréhender nos habitats où bien souvent on cherche la forme mais on oublie de penser le fond. Pourtant, c'est essentiel d'évoluer dans des espaces bien pensés. On l'a bien compris, on vit malheureusement à une époque où les sources d'anxiété ne manquent plus. L'environnement extérieur nous impacte, mentalement, émotionnellement, physiquement. Et du coup, pour moi plus que jamais, c'est essentiel d'avoir un chez-soi qui nous ressource, qui nous énergise. Pour ma part, c'est ce que je ressens dans mon appartement. J'adore son énergie parce que j'ai pensé chaque élément en fonction de mon histoire, de mes besoins. Quand on est chez moi, on sait qu'on est chez moi. Mon intérieur me ressemble clairement. Et vous voyez, on m'a déjà dit, c'est joli chez toi, mais c'est dommage. C'est quoi tous ces cartons par terre ? Ça gâche ta déco. Tu devrais les enlever. Alors oui, c'est vrai. Il y a plusieurs cartons par terre chez moi. Ça fait pas très home design. À moi, ils ne servent à rien. En revanche, c'est des cachettes, des perchoirs,
Démarche pour Ewa, ma chatte de 8 ans. Et je vis avec elle. Et c'est ce point-là qui est important. Ici, c'est chez elle et chez moi. Tous les autres, c'est des visiteurs. Quel que soit l'amour ou le degré d'intimité que vous pouvez témoigner aux personnes qui passent par chez vous, elles ne vivent pas avec vous. Donc ce n'est pas grave si votre logement ne répond pas à leurs besoins ou à leurs aspirations. Ils peuvent en faire leur affaire personnelle le temps qu'ils sont là. C'est important de garder en tête que ce n'est pas anodin de laisser quelqu'un avoir accès à son logement, à sa sphère de l'intime. C'est un gage de sociabilité mais aussi de confiance, donc il faut que ce soit reçu avec respect. Et si une personne ne sait pas s'en montrer digne, ce n'est pas à vous de changer quoi que ce soit chez vous. Je vous conseille simplement de ne pas réitérer l'invitation et de vous voir dans un autre endroit. Même si ça n'a l'air de rien, ne laissez personne, connaissance ou pas, vous intimider sur votre mode de vie dans votre habitat. D'autant plus dans le cas où il est consciencieusement choisi ou parfois momentanément subi. La phrase que je répète assez souvent en coaching, c'est « Chez vous, ce n'est pas chez les autres et chez les autres, ce n'est pas chez vous ». Il faut prendre confiance en ses choix, même si je sais que ce n'est pas toujours évident. Et d'autant plus quand on n'a pas encore réussi à les déterminer. En plus, de nos jours, on est inondé d'options à travers les différentes plateformes, nous présentant des produits aux campagnes marketing très bien faites, qui jouent beaucoup sur nos émotions et qui nous donnent envie de tout. On nous sort à tout va l'étiquette bien-être, on nous dit qu'avec une bonne déco, on va être bien chez soi, etc. Et je suis d'accord, mais une bonne déco, c'est quoi? Ça veut dire quoi? De mon point de vue, le bien-être est une finalité quand on a répondu aux besoins de nos sens. Et chaque individu, par rapport à son histoire, ses origines, la manière dont il a été socialisé, a ses propres attentes. C'est important d'en prendre conscience et de ne plus vous contenter d'acheter telle ou telle chose juste parce que quelqu'un qui ne vous connaît peut-être même pas vous a dit que c'était bon pour vous. Pour être plus concrète, ce que je peux expliquer parfois à mes coachés, c'est qu'on peut avoir tendance à penser qu'être bien dans une pièce n'en tient qu'à une bonne luminosité ou aux bons éléments de déco par exemple. Alors qu'en fait, selon moi, être bien dans une pièce relève d'une réflexion sur chaque détail qui compose cet espace. La recette, c'est de croiser les besoins, les attentes, avec les bons éléments. Je m'explique. Par exemple, s'il s'agit de repenser l'aménagement de votre chambre, à noter que quand je parle d'aménagement, j'englobe l'organisation des éléments dans l'espace et la déco. Donc, pour en revenir à votre projet, on va en discuter, et si par exemple au cours de notre échange je découvre que vous avez tendance à avoir un mauvais sommeil, on va explorer bien sûr la literie, mais aussi la température de la pièce, les odeurs qui peuvent y parvenir, les couleurs des murs, la position du lit, la sonorité de votre réveil, les éléments visuels qui vous font face avant de dormir, etc. Bref, c'est comme ça que je fonctionne. Je propose une vision holistique, autrement dit une vision d'ensemble, pour réellement penser un projet qui vous est adapté. Dans ma méthode, je fais beaucoup intervenir l'utilisation des sens. Sous-entendu se montrer réceptif à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent quand on touche, prendre le temps de bien observer, etc. Dit comme ça, je sais que ça peut sembler un procédé un peu ésotérique. Je le vois bien en coaching où certains semblent un peu sur la réserve quand je leur propose de faire quelques exercices pour ressentir leur espace avant de savoir comment l'aménager. Et pourtant, je n'ai rien inventé. Aborder son environnement dans une approche primitive avec nos sens relève d'un instinct inhérent en nous. On le pratiquait naturellement à nos stades les plus ancestraux quand on vivait en pleine nature pour penser nos espaces de vie. Et même sans avoir besoin de remonter aussi loin, suffit d'observer comment les enfants ou les animaux par exemple évoluent dans leur environnement. C'est assez fascinant. Si vous avez l'un ou l'autre à la maison, peut-être même les deux, je vous invite à prendre le temps sur une journée pour observer leur comportement. Je trouve qu'on en apprend beaucoup, et notamment la manière dont ils se comportent face à quelque chose qu'ils découvrent pour la première fois. Vous allez les voir mobiliser la plupart de leurs sens pour analyser ce qu'ils ont devant eux. Ils vont observer longuement, essayer de toucher, de sentir, voire même de goûter s'ils peuvent. Ils vont se mettre naturellement dans un état de pleine conscience émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que tout le cerveau va mobiliser ses ressources dans l'instant présent, sur ce qui se passe là et maintenant. Selon moi, c'est de cette faculté dont on s'est beaucoup déconnecté en tant qu'adulte. Et plus encore pour ceux parmi nous qui évoluons dans un cadre citadin où tout va très vite, où tout est très dense. Notre cerveau est perpétuellement dans ce qui s'est passé hier ou dans ce qui devra se passer demain. Et c'est dommage, parce que beaucoup d'études tendent à prouver que vivre pleinement l'instant présent, c'est un des chemins vers le bonheur. Pour preuve, faites appel à vos souvenirs.
Rappelez-vous par exemple de cette balade, pieds nus sur la plage ou sourire aux lèvres, vous profitiez du moment sans penser à autre chose. Pourquoi ? Parce que votre cerveau était stimulé par son environnement. Il était occupé à décrypter les différentes odeurs apportées par la mer, à assurer une réponse vestibulaire à chaque pas dans le sable meuble et chaud pour garder l'équilibre, à analyser tous ces sons qui vous entouraient, composés du chant des mouettes, des enfants qui crient, de la mer qui va et vient et de cette chanson à la mode qui sort de l'enceinte de ce promeneur en paddle. J'ai pris l'exemple d'une balade à la mer parce qu'il est facile à illustrer. Mais bien évidemment, il y a bien d'autres exemples auxquels se rattacher. Pensez notamment à ce que vous ressentez quand vous vous baladez n'importe où dans un bel endroit, que vous regardez jouer votre équipe de foot préférée, ou face à un plat délicieux que vous découvrez pour la première fois. Le cerveau est concentré sur ce qu'il vit sur le moment. Du coup, pendant ce temps-là, il ne va pas se perdre dans l'angoisse du bouton sur le front que vous avez vu apparaître hier alors que votre premier date arrive, ou sur l'argent qu'il faudra trouver pour payer demain cette facture de gaz beaucoup trop faramineuse. Tout ça est mis sur pause. Alors bien évidemment, nos réalités étant ce qu'elles sont, il y a tout un ensemble de choses d'hier et de demain auxquelles on doit penser. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que c'est important d'apporter des pauses émotionnelles à votre esprit. Et un habitat consciencieux, bien aménagé, peut vous apporter ça. C'est cette philosophie sur laquelle je travaille avec vous en coaching. Comprendre ce qui comble vos sens et vous proposer un aménagement, une décoration qui va stimuler positivement votre cerveau. Parce que qu'on habite dans 10 ou 100 mètres carrés, je crois profondément qu'on devrait toujours se sentir bien et fier d'être chez soi. J'en ai fait mon objectif. Il faut bien se rappeler qu'avoir un habitat, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est plein d'embûches d'accéder au logement. On le voit bien avec l'actualité. Donc quand on en a un, il faut estimer sa chance et comprendre que quelle que soit la surface ou son budget, on peut en faire quelque chose qui nous correspond. Suffit juste de découvrir comment. Mais bon, on va y aller ensemble, pas à pas. Du coup, on arrive à la fin de ce petit moment entre nous. Avant de se quitter, je vais vous laisser un petit exercice à faire. Un jour où vous aurez une heure de calme devant vous, sans distraction, ni portable greffé à la main ou télé en fond sonore, prenez le temps de marcher chez vous, d'observer chaque élément qui compose votre espace. Et demandez-vous en quoi votre espace parle de vous, en quoi il vous fait du bien. Attention, la question n'est pas de se dire « est-ce que je trouve que chez moi c'est beau ?» Parce que qu'on se le dise, on peut être attiré par quelqu'un qu'on trouve physiquement agréable, mais pour en tomber amoureux, il va nous falloir plus que ça. Et c'est pareil pour votre intérieur. Exigez plus. Demandez-vous si vous le trouvez juste sexy mais sans plus, ou peut-être même banal, ou s'il vous touche et vous vous sentez épanoui par lui. Si votre cœur n'a pas fait boum, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Morabessa Design pour une petite session de coaching avec moi. Le lien est en description. Et que ceux qui pensent à leur fin de mois se rassurent, il y a des prestations pour tout le monde. Pour moi, être bien chez soi devrait être accessible à tous. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et en attendant, prenez soin de vous.